Merci beaucoup, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et donc je vais compléter le tableau dressé par plusieurs intervenants antérieurs en me focalisant également sur le cas de la Grèce. Comme vous savez, j'ai coordonné les travaux de la Commission pour la vérité sur la dette grecque et une série d'éléments que je vais mettre en avant constitue un résultat probant des travaux menés par cette commission, et notamment des hearings qui ont été effectués par cette commission, qui a notamment convoqué devant le Parlement grec Panagiotis Roumeliotis, qui était le négociateur grec au FMI en 2009-2010, au moment de la préparation et puis de l'imposition du premier mémorandum à la Grèce. Je rappelle que dans ce rapport, nous indiquons clairement que le problème fondamental qu'a traversé la Grèce à partir de 2010 était un problème d'abord de dette privée, suscité par le développement d'une bulle du crédit privé qui a été encouragée principalement par les banques françaises et allemandes et les banques grecques. Quand je dis les banques françaises, c'est 4 grandes banques françaises. Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale et le groupe BPCE. Banque allemande, c'est 3 ou 4 grandes banques allemandes. Et les banques grecques qui aujourd'hui sont au nombre de 4. Donc nous parlons de peu d'acteurs contrôlés par des actionnaires très puissants qui trouvent dans les institutions comme la Banque centrale européenne les appuis dont ils ont besoin, en la personne de Jean-Claude Trichet en 2010 et maintenant en la personne de Mario Draghi, tous les deux provenant du monde bancaire privé. Alors en fait, selon le témoignage de Panagiotis Roumeliotis devant la commission d'audit, il nous a déclaré que Jean-Claude Trichet, dès la discussion préparatoire au premier mémorandum, menaçait la Grèce de supprimer l'accès aux liquidités pour les banques grecques si la Grèce demandait une réduction de sa dette. Pour Trichet, il était absolument exclu que la dette publique soit l'objet d'une restructuration en 2010 parce qu'il fallait que les banques françaises et allemandes, et j'ajouterais pour Papandréou, il fallait que les banques grecques soient sauvées par le prêt de 110 milliards accordé par la Troïka à partir de mai 2010 et que ces 110 milliards soient utilisés par la Grèce pour rembourser les créanciers privés et pour permettre, comme on l'a déjà dit ici, aux banques françaises et allemandes de se retirer de la Grèce en vendant des titres publics grecs qu'elles avaient achetés auparavant, mais aussi en se débarrassant d'investissements en Grèce, parce que les banques françaises avaient acheté des banques grecques et avaient des filiales grecques. Et les banques françaises et allemandes prêtaient directement aux ménages et aux entreprises grecques. Elles ne passaient pas simplement par l'intermédiaire des banques grecques. Donc il y avait un niveau d'exposition des banques privées très élevé à l'égard de la Grèce. Et donc le fait de différer la restructuration de la dette grecque jusque 2012 avait pour objectif de permettre, comme on l'a dit, aux banques françaises et allemandes de se débarrasser partiellement du poids de leurs engagements en Grèce, tant vis-à-vis du secteur privé que du secteur public, et à permettre aussi aux banques grecques privées de faire de même. Les banques grecques se sont débarrassées entre 2010 et 2012 de plus de 20 milliards de titres grecs sur le marché secondaire. Deuxième point. Donc, premier point, la Trichet, dès 2010, intervient de manière menaçante pour dire si vous voulez une réduction de la dette publique grecque,
je limiterai l'accès des banques grecques aux liquidités. Et donc, la restructuration a été reportée à 2012. Et en attendant la restructuration qu'a fait la Banque centrale, elle a imposé, évidemment dans le cadre de la Troïka qui s'est mise en place, des mesures extrêmement dures, d'ailleurs sans que soit respectée la constitution grecque, puisque le Parlement n'a pas délibéré sur le premier mémorandum, et en imposant des mesures qui constituent des violations tout à fait claires d'une série d'obligations qui incombent tant à la Grèce qu'à des institutions internationales en matière de protection des droits humains fondamentaux. Ça, c'est le deuxième point. La BCE, avec les autres composantes de la Troïka, viole des droits fondamentaux et viole la constitution grecque. Troisième point, c'est la mise en place, et Marika en a parlé, du programme d'achat de titres publics dit SMP en 2010, 2011, 2012. Qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale achète aux banques françaises et allemandes et à d'autres banques des titres grecs, à un moment où ces titres étaient en train de s'effondrer. Donc en rachetant aux banques françaises et allemandes notamment des titres grecs, la Banque centrale européenne empêche l'effondrement de la valeur des titres grecs et les maintient à un certain niveau, disons à 80% ou 75% de la valeur faciale, et rachète aux banques allemandes, françaises et autres. Ce qui est une bonne opération pour les banques françaises. Et Trichet était là comme banquier français à la tête de la BCE pour garantir cela et avait le soutien de Merkel puisqu'il fallait aussi protéger les banques allemandes. Et avait le soutien d'Obama parce que les banques allemandes et françaises, si elles entraient en difficulté, mettraient en difficulté les banques privées américaines vu l'interconnexion entre banques françaises, allemandes et des États-Unis. Donc la BCE rachète, disons, les titres grecs à 75% de leur valeur, elle en rachète pour environ 55 milliards d'euros, et elle rachète des titres, je vous donne un exemple là, que vous pouvez voir si vous voulez bien descendre. Vous avez là un exemple, un bon émis à 5 ans le 2 février 2010, qui est venu à échéance le 20 août 2015 avec un taux d'intérêt de 6,10%. Ces titres-là, la Banque centrale européenne les a achetés à 75% de leur valeur, touche un coupon de 6,10%, mais comme elle a acheté à 75% de la valeur, ça fait du 8% d'intérêt, si vous me suivez. Parce que là, ce qu'elle a payé pour ces titres, mis en rapport avec le pourcentage, fait augmenter le taux réel, le yield réel que la Banque centrale européenne perçoit. Et elle s'est fait rembourser ces titres-là, notamment en juillet, août 2015. Et des titres qu'elle a achetés dans le cadre du programme SMP de 2010-2012, la Grèce devra les rembourser jusque 2018, parce qu'ils viennent à échéance à des dates différentes jusque 2018. Comme l'a dit Marika, quand la Banque centrale européenne, avec la Troïka, organise la restructuration de la dette de 2012, elle utilise sa seniorité pour refuser d'y participer. Et donc, les titres grecs qu'elle a achetés en 2010, 2011, 2012, qui, à partir de 2012, ne valaient plus que 47% de leur valeur et ont été restructurés, c'est ces titres-là que la Banque centrale européenne a présentés au gouvernement grec en juillet-août en demandant 100% de la valeur. OK? Et alors qu'elle avait perçu un taux d'intérêt réel de 8% sur ces titres.
C'est extrêmement important parce que là, on peut parler d'abus de position, de taux usuraires pratiqués par la Banque centrale européenne qui profite de son statut pour tirer des profits totalement abusifs sur le dos du peuple grec et des pouvoirs publics grecs. Il faut savoir que dans la restructuration que la Troïka a réalisée en 2012, alors que la Banque centrale européenne a refusé la décote et donc n'a pas subi la décote, par contre, les fonds de pension grecs, les petits porteurs grecs et les travailleurs licenciés de Olympic Airways qui avaient reçu des titres grecs en compensation pour leur préavis de licenciement, donc les fonds de pension, les petits porteurs et les travailleurs licenciés d'Olympic Airways, eux ont perdu plus de 50% de la valeur de leurs titres. Et c'est une des causes fondamentales, je dirais la cause principale de la crise du système de financement des pensions grecques aujourd'hui. La Banque centrale européenne, avec les autres partenaires de la Troïka, est responsable de la mise en crise du système des retraites en Grèce parce qu'elle a fait perdre à ces fonds de retraite plus de 50% de la valeur de leurs actifs parce que les fonds de pension grecs avaient été obligés d'acheter des titres grecs juste avant la restructuration et donc ils ont subi de plein fouet le haircut. Donc là, il y a aussi illégalité, illégitimité de la BCE qui fait imposer des sacrifices absolument terribles aux victimes de la crise qui n'ont aucune responsabilité et qui se protègent, elles, alors qu'elle aggrave la crise. Évidemment, quand elle a acheté les titres grecs, elle a imposé des conditions, et je l'ai déjà dit. Maintenant, les gains réalisés par la BCE. Si on prend l'exercice 2014, là, si vous voulez bien progresser, Tobias, vous allez voir le tableau, là, descendez jusqu'à un tableau. Vous voyez que dans les titres possédés par la BCE, les titres italiens représentent 52%, les espagnols 20%, les titres grecs ne représentent que 12% des titres détenus par la BCE, des titres souverains. Mais dans ces revenus de l'année 2014, les titres grecs qui ne représentent que 12% des titres représentent 40% des revenus de la Banque centrale européenne. Parce que le taux d'intérêt qu'elle prélève sur les titres grecs est nettement supérieur au taux d'intérêt qu'elle prélève sur les titres italiens ou espagnols. Selon les documents de la Banque centrale européenne, les gains réalisés par la Banque centrale européenne sur les titres grecs vont s'élever à 7,7 milliards d'euros d'ici la fin des remboursements à la fin 2018. Et là, alors qu'en 2012, la Banque centrale européenne s'était engagée à rétrocéder à la Grèce ses intérêts trop perçus, pendant le gouvernement Tsipras jusque juillet, elle a refusé de rétrocéder à la Grèce ses intérêts trop perçus, en faisant du chantage, en disant si vous acceptez ce qui deviendra après le troisième mémorandum à partir de juillet-août 2015, on vous rétrocédera les intérêts. Mais si vous ne marchez pas droit, on ne les rétrocède pas. Et donc vous pouvez voir maintenant dans un document de la BCE de juillet 2015 qu'après la capitulation grecque de début juillet, la Banque centrale européenne, c'est le document qui est en dessous en anglais, Tobias, si tu veux bien descendre, je cite là, juste là, la BCE dit, OK, on rend une partie des taux d'intérêt trop perçus à la Grèce pour que la Grèce les utilise pour rembourser le FMI. Donc elle rétrocède à la Grèce des montants trop perçus, mais à la condition explicite que ces montants soient utilisés pour rembourser les créanciers. Bon, je voudrais aborder maintenant la question du fonds de stabilité financière grec, en fait le fonds de recapitalisation des banques grecques
Tobias, si tu veux bien descendre et ouvrir, non, non, au-dessus, plus haut, plus haut. Up. Could you open the link? There is a link, HFSF. If you could open it. C'est pour vous montrer la composition du Conseil général de ce fonds de recapitalisation. Et c'est important de le dire à Bruxelles. Il y a parmi les membres de ce Conseil général, depuis le début, il y a l'exécrable Pierre Mariani, grand ami de Nicolas Sarkozy, qui a géré ici la crise de Dexia, qui a été mis à la présidence de la banque Dexia, banque franco-belge luxembourgeoise, et qui est responsable du deuxième désastre de Dexia, la deuxième faillite de Dexia, qui a amené son départ, son éjection de Dexia en 2011. Il a été éjecté de Dexia avec un parachute doré de 1 500 000 euros, et il a atterri où? En Grèce, pour participer au fonds de recapitalisation des banques grecques. Il est accompagné par Wouter de Vrind, qui, lui, était aussi dans Dexia, qui est aussi complice avec Mariani. De Vrind, c'est un Belge, qui est du milieu bancaire belge et qui est aussi complice des faillites de banques belges. Il y a dans ce Conseil général Stephen Frank. Stephen Frank, c'est un Nord-Américain, donc il fallait contenter Obama et les banques américaines quand on a fait le fonds de recapitalisation. Et Stephen Frank, si tu cliques sur Stephen Frank dans le document, vous verrez qu'il a travaillé pour la Maison Blanche, qu'il a travaillé pour les grandes banques privées américaines, et qu'il a travaillé et qu'il a été dans l'armée américaine. Donc le type parfait, avec le profil parfait, pour être dans le fonds de recapitalisation des banques grecques. Or, les banques grecques recapitalisées avec 46 milliards d'euros sont dans une situation extrêmement grave, vu ce qu'a montré Marika, à savoir que les créances douteuses des banques grecques, les non-performing loans, représentent 40% de ces créances. Et ça, en décembre, on peut revenir au document, Tobias, si tu veux bien, et ça, en décembre, il y a eu un accord entre le gouvernement grec et les créanciers pour, à côté de la recapitalisation dont a parlé Marika, mettre en vente sur les marchés financiers auprès d'investisseurs privés, et j'imagine que BlackRock et d'autres vont acheter des non-performing loans pour essayer d'en récupérer quelque chose. Donc, de grandes banques et des fonds d'investissement américains, allemands, tout ce que vous voulez, vont acheter à un prix bradé une partie des créances qui existaient dans le bilan des banques grecques et vont essayer d'en tirer un maximum de profit. Cette opération, pour moi, va servir également à diluer la part des pouvoirs publics grecs dans le capital des banques grecques. Parce que l'actionnaire majoritaire des banques grecques pour le moment, l'actionnaire principal des banques grecques, ce sont les pouvoirs publics, via le fonds de recapitalisation. Et l'opération de décembre 2015 va servir finalement à garder sous le contrôle d'une minorité privilégiée d'actionnaires privés, surtout grecs, tout le système bancaire grec et vendre une partie de ces actifs à des fonds d'investissement étrangers, y compris évidemment des fonds spéculatifs. On a parlé alors, Marika en a parlé et Papadimoulis en a parlé également, du fait que, pour revenir au premier gouvernement de Tsipras, en février 2015, la BCE s'est immixée dans les affaires grecques en disant que les banques grecques n'avaient plus accès à la ligne normale de crédit de la BCE, qui est une ligne de crédit qui était
à 0,10% à l'époque et a obligé les banques grecques à passer par ELA, c'est-à-dire les liquidités d'urgence, à un taux plus élevé et avec l'obligation de déposer des collatéraux beaucoup plus sûrs. Donc ça a commencé à asphyxier le système bancaire grec à partir de février. Et ça avait pour fonction d'amener le gouvernement de Tsipras et son ministre des Finances Varoufakis à l'accord du 20 février, qui, pour moi, est un accord funeste, puisque le gouvernement grec, là, s'est engagé à continuer les remboursements de la dette grecque sans avoir en contrepartie l'engagement formel que les déboursements des créanciers allaient venir. Bon. De manière permanente, la BCE a tenu des propos pour créer la peur en Grèce et pour amener des retraits des déposants. 40 milliards, Marika l'a dit, ont été retirés des banques grecques entre fin décembre et début juillet 2015, entre fin décembre 2014 et début juillet 2015. Et à plusieurs moments, on l'a vu très clairement au moment du référendum, les dirigeants de la BCE ont dit, c'est le cas de Benoît Cœuré, si tu veux descendre, a dit aux Échos, c'était le 29 juin, donc quelques jours avant, Tsipras annonce qu'il convoque un référendum. Comme l'a dit Marika, le 26 juin, la BCE coupe les liquidités et le gouvernement, le dimanche suivant, décide qu'à partir du 28 juin, les banques sont fermées, une semaine avant le référendum, pour faire peur et presser la population grecque pour qu'elle vote oui au référendum et pas non. Et pour augmenter la pression, Benoît Cœuré, un des dirigeants de la BCE, un Français, déclare que si les Grecs votaient oui au référendum, la Grèce pourrait être expulsée de la zone euro et définitivement les liquidités coupées pour les banques grecques. De même, un vice-président de la BCE, Vítor Constâncio, le 3 juillet, 2 jours avant le référendum, fait le même type de déclaration. Et ce qui est extraordinaire, c'est le cas pour montrer le scandale. C'est évidemment, vous savez, ça n'a pas marché. 61% des Grecs, on l'a dit, ont voté contre. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que le 14 septembre, ce vice-président de la Banque centrale grecque, Vítor Constâncio, a dit « Ah, mais vous savez, quand j'ai dit que la Grèce pourrait être expulsée de la zone euro, c'était pas vrai. Donc je vous mets la déclaration, si tu veux bien la faire apparaître, vous pouvez avoir la source. Ce même vice-président a dit « J'ai dit ça, mais légalement, ce n'était pas possible d'exclure la Grèce de la zone euro. Je l'ai dit comme ça. » Donc, des responsables de la Banque centrale européenne, non seulement font du chantage, mais peuvent proférer des mensonges, reconnaître qu'ils ont proféré des mensonges et s'en tirer sans aucun problème. J'arrive à la fin. La situation des banques grecques est encore réellement problématique. Certainement, on va arriver à une solution très coûteuse pour le peuple grec et potentiellement coûteuse pour les créanciers publics de la Grèce. Certainement que définitivement, parce que c'est dans tous les documents imposés par la BCE et la Troïka et maintenant le Quatuor, ils mettent chaque fois que le gouvernement grec s'engage à ne pas toucher à la structure des banques grecques. La structure des banques grecques doit garantir la domination du secteur privé, qui est minoritaire dans l'actionnariat des banques grecques. Et donc, on va finalement avoir un résultat, une résolution de la crise bancaire grecque, mais avec des conséquences absolument terribles, et pour la population, et potentiellement, je l'ai dit, pour la communauté internationale. Bien. Ce que je vous ai dit, c'était des résultats des recherches de la Commission pour la vérité sur la dette grecque, document que nous avons présenté au Parlement grec les 17 et 18 juin, qui sont disponibles sur différents sites Internet en anglais, en grec
en espagnol, en français et en allemand. La commission qui avait été créée par l'ancienne présidente du Parlement grec, qui est présente avec nous ici dans la salle, Zoé Konstantopoulou, va continuer ses travaux malgré le fait que le nouveau président du Parlement grec ait malheureusement déclaré qu'il mettait fin à nos travaux et qu'il dissolvait la commission, donc sous une nouvelle, dans un nouveau statut, mais avec la même composition, la commission va continuer ses travaux. Elle s'est réunie fin septembre, quand elle existait encore au plein sens du terme, et elle va se réunir à nouveau à partir du 4 avril à Athènes, un an après le début de ses travaux, et nous travaillons pour le moment à un document justement sur les banques grecques et sur l'intervention de la BCE. Nous rendrons certainement public ce document, qui est en cours de finalisation, dans une séance publique ici, au Parlement européen, le 1er mars, à l'invitation de différents députés européens et dans le cadre de l'AGUE. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.